Bam, ba, da, ba, ba, bam. Bam, ba, da, ba, ba, bam. Bam, ba, da, ba, ba, bam. Bonjour et bienvenue au podcast Chez Soi, Famille et Immobilier, le podcast où l'on parle de tout ce qui touche la maison, la famille et les projets qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-France Côté-Nolin, entrepreneure, passionnée et fondatrice de Les Filles de la construction. Que vous planifiez des rénovations, la construction d'une maison ou simplement des travaux pour améliorer votre milieu de vie, cet épisode est pour vous. Avec Marie-France, on démystifie le monde de la construction. On parle des erreurs à éviter, des bons réflexes à adopter et de l'importance de bien s'entourer pour réaliser ses projets en toute confiance. Alors, installez-vous confortablement et bonne écoute! Alors, bonjour Marie-France, bienvenue au podcast Famille et Immobilier, Chez Soi, Famille et Immobilier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil. Bonjour Lynn, merci de me recevoir. Je suis contente d'être. Je te connais, en fait, j'ai suivi un de tes webinaires. Tu es la fondatrice de Les Filles de Construction. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis d'où t'es venue cette idée-là? Ben oui, absolument. Dans le fond, les Filles de la construction, on est un réseau qui soutient principalement les femmes qui veulent se lancer dans un projet de rénovation ou un projet d'achat de maison qui aura besoin de rénovation. Notre objectif, c'est d'aider les gens à bien comprendre comment fonctionne l'industrie de la construction puis comment faire le maximum de choses elles-mêmes pour être capable de rentabiliser leur achat immobilier, finalement, le plus gros investissement de leur vie la plupart du temps, quoi. Fait que ce qu'on offre concrètement, c'est des formations, l'accès à un réseau pour répondre aux questions en tout temps et puis du coaching privé là, avec des experts de l'industrie à tous les moments stratégiques d'un projet de rénovation. En gros, ça ressemble à ça. Super. Puis d'où cette idée-là? T'es venue de cette mission-là de porter ça puis de mettre ça là, vraiment concret en entreprise? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens pas de l'industrie de la construction. Donc, je suis pas comme une fille qui a travaillé en construction pendant genre 15 ans puis qui s'est dit, oh mon Dieu, je devrais maintenant éduquer les gens pour qu'ils savent comment ça fonctionne. J'ai acheté un Plex à Montréal en 2019 avec aucune expérience en construction, aucun contact en construction et aucune idée, rien, et aucune idée non plus de l'ampleur des travaux dans lesquels j'allais devoir m'embarquer une fois que j'aurais acheté ce bien-là. Je pensais que j'aurais probablement besoin de rénover une cuisine, une salle de bain. Je trouvais ça bien stressant parce que ça me semblait très, très gros. Mais de fil en aiguille, de tant qu'à faire à tant qu'à faire, de problèmes de fondation qui se découlent en d'autres affaires, j'ai fini par rénover ce Plex de A à Z. On l'a soulevé dans les airs. On l'a soulevé dans les airs, on a enlevé les fondations, on a ajouté un étage, on l'a redescendu, là. Ça a duré 2 ans et demi, puis rien qu'on n'a pas fait. C'est comme on a refait la brique, on a refait les fondations, on a enlevé les murs porteurs, on a refait la structure, on a refait l'isolation, on a refait les fenêtres, on a refait le toit. Parce que tant qu'à faire, là, tout était refait. Tant qu'à être là. C'est ça. Ça a été un projet qui a été extrêmement stressant. Ça a été extrêmement difficile sur ma santé mentale, sur mon couple, sur mes finances. On va pas se le cacher. Tout à fait. Et puis, j'en revenais pas de tout l'argent que je perdais. Enfin, c'est juste parce que je connaissais pas ça. Toutes les erreurs à 15 000 que je faisais à toutes les semaines, c'est comme ça m'insultait d'être dans cette situation-là où est-ce que tout l'argent de ma vie partait dans un projet, dans des erreurs, dans des entrepreneurs qui essayaient de m'avoir, dans des marges que je payais à des gens pour gérer des choses que j'aurais facilement pu gérer moi-même, souvent, ce genre de choses-là. Donc, surtout, ce que j'ai trouvé frustrant, c'est d'arriver dans la situation où est-ce que je me rendais compte, souvent après coup, que j'aurais pas fait les erreurs si j'avais compris comment ça fonctionnait au départ, que j'aurais pris des meilleures décisions, que j'aurais évité des dizaines de milliers de dollars de dépenses. Et tu sais, genre sur mon projet à moi, personnellement, il y a au moins 100 000 dollars que j'ai perdu en erreur de débutante. Juste je le savais pas, j'avais pas le bon contact, je me suis fait avoir. Ça va très, très vite. Tu sais, un 5 000 ici, un autre 5 000, fait que ça va vite. Puis comme tu dis, à la fin de ta semaine, tu as perdu 10 000, mais là, c'est une semaine sur tout ton projet de A à Z. C'est une semaine sur 2 ans et demi, là, dans mon cas, là, ça sortait de partout, là, cet argent-là. Ça a été vraiment pas facile. Et puis, je trouvais ça tellement frustrant de me dire, hey, mais les gens qui connaissent ça, puis on va se le dire, c'est principalement des hommes, parce que l'industrie de la construction au Québec, c'est 96 % des hommes. Encore aujourd'hui? Oui, mais ça s'est amélioré, c'est 97 % il y a 2 ans. Fait que, quand même.
ça va s'améliorer. Une chose à la fois. Mais bref, tu sais, j'ai comme ça a un peu pas de bon sens qu'eux sont capables des fois de faire les travaux pour la moitié du prix de ce que moi j'ai fait comme travaux. Juste, juste. Parce qu'ils connaissent ça, parce qu'ils ont les contacts, parce qu'ils savent comment ça marche, parce qu'ils se font dire par quelqu'un « Ouh, ça va coûter 150 000 », puis ils sont là « Cool, merci pour ta suggestion, je vais trouver une autre solution qui va coûter juste 60 000 », tu sais. Puis là, on parle des gros travaux, mais c'est encore pire sur les petits travaux, là. Tu sais, je veux dire... la finition, c'est souvent, c'est de la main-d'œuvre, puis personne veut la faire, donc c'est souvent des coûts astronomiques parce que personne veut se déplacer pour une micro-réparation de briques ou des petites choses comme ça, justement. En tant que femme, qu'est-ce que tu vois qui les défis là, dans ce milieu-là, justement, quand on fait venir quelqu'un pour une soumission? Mon Dieu, plein de choses. Écoute, mais faire venir quelqu'un pour une soumission, déjà à la base, réussir à avoir des bonnes soumissions au départ, ne serait-ce que réussir à en avoir, c'est pas toujours facile. Je dirais que quelque chose que les gens se rendent souvent pas compte, c'est la façon dont on présente notre projet va faire une différence majeure sur si on va se faire donner un prix, si dans le fond, si les gens vont nous revenir avec une soumission, ou bien si on va avoir un prix, genre un prix de OK, ça va être un projet facile, voici le prix, ou oh, la cliente a l'air compliquée, elle n'a pas l'air de connaître son affaire, ça va être un autre prix. Ça va faire une différence majeure sur les prix qu'on va recevoir. Puis c'est même pas nécessairement de la mauvaise foi. Il faut comprendre aussi l'autre côté des entrepreneurs que plus de temps, plus de gestion, c'est plus cher. Fait que quand on se positionne soi-même dans cette catégorie-là de allô, je vais être une cliente compliquée, soit que sans le vouloir, hein, souvent c'est juste qu'on connaît pas ça. Souvent, on finit par payer significativement plus cher pour. Ils prévoient le coût d'avance, dire oh, ça a l'air piqué un peu, ça va être compliqué, elle va nous faire revenir souvent. Oui, ou tu sais, elle n'a pas l'air d'être sûre de son affaire, elle va probablement pas me donner le contrat, je vais donner un prix élevé, comme ça, si jamais elle n'a pas d'autre option, pour me rappeler. Puis, tu sais, c'est normal, là, tu sais, oui. C'est comme, puis les entrepreneurs, il faut se rappeler aussi que les entrepreneurs sont pas payés tant qu'ils n'ont pas le contrat. Fait que pourquoi est-ce qu'ils passeraient du temps à donner des bonnes soumissions, puis à mettre du temps puis de l'énergie à faire une soumission pour finalement que la cliente les rappelle pas ou les rappelle 8 fois avec des questions pas super pertinentes. Puis, tu sais, il faut qu'ils aillent chercher leur argent quelque part. Oui, c'est certain. Puis, est-ce que tu vois beaucoup des soumissions maintenant qui sont payantes? On va dire, nous, on charge tard pour faire la soumission. Si vous donnez le contrat, on va le réduire de nos coûts. Je ne le vois pas encore énormément sur le marché. Il y a certaines personnes qui le font. Moi, je suis pour la pratique, honnêtement. Je trouve que ça permet, d'un certain côté, de trier les clients qui sont sérieux des clients qui sont pas sérieux. Puis moi, ça m'est arrivé dans le sens inverse d'offrir à des entrepreneurs de payer pour des soumissions, surtout quand j'étais pas quand j'avais besoin d'une soumission, entre autres pour aller chercher un permis ou pour avoir une idée, par exemple, des prix des travaux avant d'acheter. C'est des situations dans lesquelles l'entrepreneur n'a pas peu de chance d'avoir pas de chance d'avoir le contrat bientôt. Donc, généralement, ça ne leur tente pas de faire ces soumissions-là, soit qu'ils ne les font pas ou soit qu'ils les font mal. Là, donc, ils les estiment très, très vite, très, très rapidement. Puis moi, ça m'est arrivé d'offrir de payer pour ces soumissions-là. Ça bâtit une très bonne relation à long terme avec les entrepreneurs qui se sentent respectés dans ça. Et j'ai trouvé que j'avais souvent des meilleures soumissions comme ça aussi parce que l'entrepreneur n'a pas besoin de mettre tout le temps qu'il met à faire des soumissions pour plein de monde qui ne le rappelle pas dans ses honoraires. Là, tu finis par payer généralement réellement le temps de ta soumission, puis éventuellement pour ton projet quand tu le fais. Fait que moi, je ne suis pas du tout contre la pratique. Je trouve que ça peut être une bonne idée. Mais en effet, ça demande de mieux qualifier son entrepreneur au départ. Donc, ça demande de déterminer un peu avec qui tu aimerais travailler avant de faire la soumission. Tu ne fais pas faire une soumission à 28 personnes, évidemment. Tu sélectionnes peut-être 2 personnes avec qui tu as une bonne relation, avec qui tu as envie de travailler. Puis là, tu dis, bon, je serais prête à aller de l'avant avec une de ces 2 personnes-là. Je vais payer pour avoir mes soumissions, puis ensuite choisir la bonne. T'sais. Je trouve que c'est une pratique d'affaires qui est peut-être plus saine. Mais non, on ne le voit pas encore beaucoup sur le marché. Non, mais c'est un bon point, tu dis, pour créer une relation aussi, parce que d'un, ça peut être quelqu'un à qui tu vas parler beaucoup à tous les jours. Puis aussi, si tu veux faire d'autres projets, ou tout dépendant, tu sais, si c'est un électricien, tu peux peut-être le faire venir aussi pour d'autres projets ou dans quelques années. Fait que c'est sûr que s'il y a un bon souvenir de toi, il y a plus de chances qu'ils disent, il va te mettre en priorité ou il va venir pour un petit travail qu'il ferait pas. Fait que c'est sûr que c'est une relation aussi que tu construis, là. Oui, puis même sur un projet, tu sais, quand les projets sont assez longs, là, tu sais,
c'est très, très relationnel, la construction. Beaucoup L'émotion de aussi, des fois. Oui, puis beaucoup de contre tu sais, il peut y avoir beaucoup d'augmentations de coûts en cours de route, il va y avoir des surprises, il va y avoir des augmentations de prix. L'entrepreneur peut décider de peser plus ou moins fort sur le crayon, puis souvent, c'est la relation qui va faire la différence avec sur à Ouais. quel point il va peser fort sur le crayon. Moi, je suis une très grande fan d'offrir, genre, bon, une bouteille de vin, une bière, une fois de temps en temps aux entrepreneurs. Genre, tu sais, juste comme, Offrir c'est de l'eau quand il fait chaud, tu sais, ou Écoute, souvent, on, tu sais, on a une membre qui, tu sais, qui fait des pâtés chinois, des lasagnes à ses entrepreneurs à tous les heures de midi. Tu OK. sais. Écoute, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais bâtir la relation sans se dire, OK, genre, je donne de la lasagne, il va baisser ma soumission de 200 $. Ça l'encourage la bonne volonté et la bonne foi. Justement, tantôt, tu parlais, bon exemple, on fait venir deux entrepreneurs avec qui on a envie de travailler. Mais tu sais, si on parle de rien, comment qu'on les trouve, ces deux-là, avec qui qu'on pense qu'on pourrait avoir un bon fit, comme on dit, puis c'est bien s'entendre pour notre projet, puis qui va bien comprendre nos besoins? C'est une super bonne question. Et c'est pas facile, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Nous, nos membres des filles de la construction s'échangent beaucoup de contacts entre elles. Fait que c'est OK. sûr que quand il y a des entrepreneurs avec qui ils ont eu des bonnes références, c'est le fun Mm. d'avoir des références d'autres filles avec qui ça a bien été. Ça arrive quand même qu'on se retrouve parfois dans le contexte où est-ce qu'il n'y en a pas. Il y a des plateformes qui existent comme Soumission, Rénovation, Réno-Assistance. Il y a des coûts qui sont liés à ça. Oui. Ça semble être gratuit. Il y a généralement des coûts qui sont quand même un peu liés à ça. Mais ça peut être des bonnes façons de trouver des entrepreneurs qui sont à l'extérieur de son réseau. À partir de là, quelque chose que je recommande souvent aussi, c'est d'aller demander en quincaillerie si on a des contacts d'entrepreneurs. Ah, c'est Des un bon point. fois, moi, une de mes techniques que j'avais pendant mes rénovations, des fois, surtout pour des corps de métier spécifiques, ou quand je cherchais quelqu'un, par exemple, pour faire du carrelage ou la peinture, des choses comme ça, aller en quincaillerie vers 7 heures le matin, c'est l'heure où est-ce que les entrepreneurs sont sur place. Donc, Ah, allez dire bonjour. En plus, s'ils sont dans votre quincaillerie pas loin de chez vous, ils sont peut-être dans le coin, tu sais. Fait que ça peut être des façons de rencontrer des gens, de bâtir un petit peu la relation à la base. son réseau, ben oui. Ben oui, tu sais, c'est très d'humain à humain, la construction. J'aime aussi, par exemple, je cherche un plombier, j'appelle un électricien que quelqu'un connaît. Là. Les entrepreneurs entre eux, ils ont des réseaux. Fait Ouais. que, des fois, ça m'est fréquemment arrivé d'appeler mon électricien pour savoir s'il y a un spécialiste en plomberie, en plancher chauffant, dalle de béton à me recommander. Ce genre de situation-là, ça, c'est beaucoup, beaucoup de relationnel, la construction. C'est une des raisons pour lesquelles on a bâti les filles de la construction parce que c'est très difficile de commencer quand tu n'as pas de réseau. Quand seulement tu connais pas ça puis tu n'as pas le réseau. Mhm. Fait que nous, on amène un peu les deux. On amène le côté connaissance de ce que tu dois connaître avant de te lancer pour être pris au sérieux par les entrepreneurs, pour bien présenter ton projet, pour poser les bonnes questions, pour savoir quand est-ce que tu dis, ah ben oui, tu as raison, puis quand est-ce que tu challenges ton entrepreneur. T'sais. Fait que ça c'est important. Puis l'autre côté réseau, que ben, tu n'es pas toute seule. C'est comme on peut te mettre en contact avec quelqu'un qui te met en contact avec quelqu'un qui va faire la Mhm. job, ce genre de situation-là. Ça fait quand même une bonne différence. Mais trouver les bons entrepreneurs, ce n'est pas facile. Et ce que j'encourage les gens à faire, peu importe s'ils trouvent leur entrepreneur sur Google ou bien sur une plateforme de rénovation ou dans une quincaillerie, c'est toujours de prendre le temps de bâtir la relation avec l'entrepreneur puis de bien évaluer son entrepreneur, bien faire ses recherches. C'est toujours une relation avec un entrepreneur. C'est même les petits projets, comme par exemple un projet de salle de bain, ça coûte cher puis ça dure quand même Ouais. plusieurs semaines. C'est quelqu'un qui est dans notre chez nous, qui est dans notre environnement. Mhm. Puis, essayer d'économiser, genre, des fois, essayer d'économiser un peu trop au début affecte toute la durée du projet et fait en sorte que le projet soit moins fun, moins bien fait, plus cher. Fait à garder en tête. C'est à évaluer, effectivement. Tu parlais tantôt de Exact. ton projet, t'as acheté un Plex à Montréal. Qui était à rénover. Tu sais, on sait, bon, le coût des propriétés, l'accès à la propriété, les coûts ont augmenté. Fait que des fois, les gens, ben, vont acheter en famille, vont acheter avec un appartement à louer. Donc, on essaie d'être créatif, tout ça, pour pouvoir avoir accès à une propriété, des fois des premiers acheteurs ou avoir une Oui, maison, partir d'un condo à une maison. Exemple, quand on veut un projet, là, tu sais, dit à rénover, là, oui. ça serait quoi, là, les choses vraiment à vérifier que toi, tu suggérais, que tu as vécu même?
Alors, je dois quand même mentionner que nous, OK, c'est le moment où est-ce qu'on préfère avoir des membres qui rentrent dans les filles de la construction, c'est OK. avant d'acheter leur maison à rénover. Pourquoi? Parce que généralement, ils ne vont pas acheter la même maison après être passés à travers les formations des filles de la construction. OK. Entre autres, parce qu'ils vont comprendre le coût et l'implication de chacun des travaux qu'il y a à faire. Ça fait en sorte qu'ils vont être capables de mieux évaluer la valeur un peu le prix final après réno OK. des différentes options. OK? Fait qu'on le recommande fortement aux gens qui veulent se lancer dans un achat avec rénovation. Ça peut être le meilleur achat de leur vie, ça peut être la chose la plus rentable et ça peut être le plus gros trou financier. OK? Le cauchemar. Ça peut être le cauchemar. On a vu les deux. Puis, tu sais, c'est pas facile quand on connaît pas ça de voir la différence entre le cauchemar financier puis le bon deal. Mais bon, première chose, moi, que je regarde, pour répondre à ta question vraiment clairement, là, première chose que je regarde, c'est fondation structure. Les travaux de fondation et les travaux de structure vont affecter tout le reste de la maison et du bâtiment. C'est des travaux qui sont dispendieux à la base, mais même si on est capable d'avoir la baisse de prix pour la valeur des travaux, quand on va toucher à la fondation puis aux structures, on va se retrouver avec plein de travaux connexes qui vont être à faire et à modifier par la suite. On se retrouve donc automatiquement dans un gros projet de réno qui va avoir plein d'étapes qui vont découler et qui vont être longs. C'est la première chose. Sinon, moi, l'autre élément que je trouve important, c'est l'intégrité du revêtement. Là. Donc, tout ce qui serait comme, par exemple, La maçonnerie. genre, infiltration d'eau, moisissure. OK? Il y en a dans toutes les maisons. Là. Fait que, c'est comme qu'il y a un peu d'infiltration d'eau, c'est pas très grave, mais à faire attention à partir du moment où est-ce que, justement, ça peut tomber un peu dans la structure, mais c'est ça, des grosses infiltrations d'eau, des éléments qui sont pourris, champignons, tout ça, moi, c'est quelque chose. Je dis pas que c'est un non absolument, mais c'est avec test avant d'acheter. Parce que ça peut être. C'est des problèmes plus complexes à régler. Là. C'est pas juste tu changes une petite partie, tu passes à autre chose. Après ça, maçonnerie, c'est des travaux qui sont chers. Par exemple, c'est des travaux qui sont, comparés aux fondations, par exemple, c'est des travaux qui sont ciblés. Donc, tu vas faire ta maçonnerie, ça ne va pas nécessairement affecter tout le reste de ta maison. T'sais. Donc, pour moi, une maison qui a des problèmes de maçonnerie, ça veut dire une négociation de prix. Ça ne veut pas dire je ne vais pas de l'avant. Mais il faut se rappeler que c'est très cher, refaire la maçonnerie. Oui. Fait que je dirais que c'est à peu près ça. Mais moi, ce que je regarde en premier, c'est l'état des fondations. S'il y a de la moisissure, importante à certains endroits. Puis après ça, s'il y a des problèmes structurels importants, autres. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Les problèmes structurels, il y a quand même beaucoup de maisons où est-ce que des gens ont fait des rénaux un peu plus artisanales. Puis, ils ont, par exemple, enlevé des murs porteurs, puis il y a des planchers qui vont s'être affaissés. Oui. Ils vont avoir mis des dalles, du béton coulé ou du béton autonivelant sur des étages, puis la structure en bas est plus assez forte pour le soutenir. Fait que ça, c'est toutes des choses qui affectent vraiment l'intégrité à long terme des bâtiments puis qui finit par coûter très cher à régler. On voit des fois des fenêtres là, qui commencent à faire la banane aussi. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Oui, tu vois, moi, en même temps, tu dis une fenêtre qui fait la banane, il faut que tu te rappelles juste, généralement que ça va être comme travaux de maçonnerie puis peut-être de fenêtres. Encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est isolé. Puis pour moi, les travaux isolés sont moins pires que les... Ben, tu sais, ça dépend, là. Tu préfères refaire une cuisine, c'est encore plus isolé, mais comme je te dis... moi, c'est l'intégrité du bâtiment qui m'intéresse en premier lieu. Le reste, ça peut être habitable, ça peut se faire sur plusieurs étapes. Tu peux faire tes travaux un à la fois quand ça arrive. Fait que je dirais que ce serait à peu près ça. Puis c'est quoi justement les problématiques que tu vois le plus chez les filles de la construction ou toi, dans ton expérience, qu'est-ce qui revient le plus comme problématique? Honnêtement, les fondations autour de Montréal, sont toutes, au Québec en général, sont toutes vieillissantes. Là. Beaucoup de gens ont des problématiques au niveau des fondations. Il faut garder en tête les fondations en bloc de béton, c'est pas des structures qui sont faites pour durer. Fait que souvent, les gens qui ont des fondations en bloc de béton vont avoir des problématiques liées à leurs fondations en bloc de béton. Souvent, c'est des fondations qui vont devoir être changées. Donc, maison soulevée, fondation changée à moyen terme, approximativement. Après ça, il y a beaucoup de fondations âgées qui ont été isolées à l'uréthane. Donc, l'uréthane, moi, c'est un produit que j'affectionne pas parce que c'est un mauvais produit en tant que tel. C'est un produit qui peut être très performant, mais qui peut être très nocif quand c'est mal utilisé. Et ça a été très mal utilisé dans beaucoup de
cas. Donc, par exemple, sur des fondations plus vieilles que 1960, souvent, c'est des fondations qui ont besoin de respirer, qui sont poreuses, et l'uréthane les empêche de respirer. Ça peut créer des grosses problématiques au niveau de l'humidité et de la moisissure. Et souvent, ça doit être enlevé. En tout cas, fait que c'est une problématique qu'on voit assez fréquemment. On va voir aussi des problématiques d'infiltration d'eau dans les revêtements extérieurs. Moi, c'est pas quelque chose que j'achèterais sans ouvrir, sans regarder l'état de la paroi extérieure par rapport à ça. On voit beaucoup de situations dans lesquelles il y a des travaux de plomberie souterraine qui doivent être refaits pour éviter les infiltrations, les refoulements d'égouts. Ça, c'est assez classique. Pour la plupart des gens, ils vont devoir le faire, juste à cause des changements climatiques et du fait que c'est de plus en plus courant d'avoir des refoulements d'égouts un peu partout. Et non, ce n'est pas la responsabilité des villes, c'est vraiment nos responsabilités en tant que propriétaires. Voilà, sinon, dans les choses plus classiques, parce que on a autant des membres qui vont acheter une maison qui va être à rénover complètement que des gens qui vont se lancer dans rénovation du sol ou rénovation de salle de bain. Rénover une salle de bain. Quand on appelle un entrepreneur général, c'est très difficile de trouver en bas de 20-25 000 pour des salles de bain de base en ce moment. Il faut se rappeler que si on gère soi-même les corps de métier, donc qu'on ne le fait pas soi-même, mais qu'on fait toute la gestion de soi-même, parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie quand même, là, la gestion d'une salle de bain, mais on coupe le prix à peu près en deux. C'est la règle de pouce. Puis si on fait tous les travaux qui sont accessibles soi-même, donc on fait toutes les choses sauf plomberie, ventilation puis électricité, on recoupe encore en deux. Fait que, par exemple, une salle de bain qui serait soumissionnée par un entrepreneur général à 20 000 serait autour de 10 000 si on la gère soi-même, puis autour de 5 000 si on la fait soi-même. Fait qu'on est quand même capable d'aller chercher des grosses économies là, à ces endroits-là. Puis avant de rénover une salle de bain, il faut aussi se rappeler qu'il y a plein de choses, que si la salle de bain est encore saine, mais qui n'est juste pas au goût du jour, il y a plein de choses qu'on peut faire pour la remettre au goût du jour, par exemple en réémaillant la céramique et le bain, ce genre de choses-là, en changeant les luminaires, en changeant les miroirs, en changeant la vanité sans arracher. Puis là, on peut se retrouver dans des coûts autour de 1 000, 2 000 là, au lieu de 25 000. Puis c'est quand même de rafraîchir, ça donne une valeur plus importante que l'investissement. Tu sais, c'est comme tu dis, si la salle de bain elle est encore saine, mais qu'on veut rafraîchir, qu'on investit, exemple, tu sais, quelques mille, le retour va être beaucoup plus grand parce qu'on sait, nous, comme courtier immobilier, les cuisines, les salles de bain, c'est toujours des gros morceaux, c'est toujours quelque chose qui flash, que les gens vont regarder parce que, on l'utilise à tous les jours. De deux, on veut que ça soit fonctionnel. Au Québec, on est toujours dans les cuisines avec la visite, tout ça, fait qu'on veut que ça soit beau, que ça soit agréable. Fait que c'est sûr que mais ça peut être des coûts importants si on part de rien. Oui, absolument. Puis, je pense qu'une erreur que beaucoup de gens font peut-être de moins en moins avec l'augmentation du coût des rénaux. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rénaux ont pratiquement doublé depuis 2019, là, donc depuis avant la COVID. Puis juste cette année, les augmentations moyennes sont d'à peu près 14 sur le marché de la rénovation globale. C'est cher rénover. Fait que, surtout quand on délègue tout et qu'on fait rien soi-même. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup les gens à devenir le plus indépendants possible et dans la gestion de leurs projets et dans leurs travaux manuels. Là. C'est pour ça qu'on a aussi une formation pour apprendre à faire ses travaux manuels soi-même et être capable, entre autres, de rénover sa salle de bain. Bref, ce que les gens pensent souvent, là, c'est qu'ils vont investir de l'argent dans leur rénovation puis ça va augmenter la valeur de leur maison au moins du même montant ou encore plus. Puis ça, c'est une grosse erreur dans le sens que pour certaines personnes, oui. Pour les gens qui travaillent en construction, qui le font eux-mêmes, souvent, oui. Pour beaucoup de gens qui connaissent pas ça, souvent, ça va leur coûter pas mal plus cher de rénovation que la valeur ajoutée qu'ils vont mettre à la maison, qu'ils vont donner à la maison. Il faut que ce soit très stratégiquement choisi, quels travaux faire et comment les faire. Parce que, par exemple, justement, on parlait de la salle de bain tantôt. OK, refaire une salle de bain de base pour 25 000 peut-être qu'au final, à la revente, ça va être 5-10 000 de plus que si la salle de bain n'avait pas été refaite. Fait que pour avoir mis 25 000 dedans, pas tant que ça. Mais si on a dépensé 2 000 pour refaire, pour faire un coup de beau, là, ça, tu as quand même le même 5-10 000 d'augmentation. Ou peut-être qu'à la place d'être 5 000 c'est 4 000 d'augmentation, je dis n'importe quoi, mais généralement, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'aller chercher la plus haute rentabilité. Puis c'est vraiment important, avant de se lancer dans le projet, de considérer la rentabilité des travaux. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup, ça va être des gens qui vont se dire « Ah, je vais faire une extension de maison ». Puis ils vont avoir une idée en tête, par exemple, je vais mettre 150 000 dans mon extension de maison.
c'est très peu en ce moment, 150 000 pour une extension de maison. Puis moi, genre, je le dis, puis je suis comme, et dire que c'est très peu, 150 000 ça fait mal, là, tu sais, mais peu de gens vont réussir à faire une extension de maison pour 150 000 Donc, souvent, ce qu'on va encourager les gens à faire, ça va être d'évaluer le vrai prix pour savoir si ça vaut encore la peine au prix que ça va coûter. T'sais, puis ensuite, de se dire, OK, c'est quoi vraiment mon objectif par rapport à ça? Puis est-ce que l'extension est la seule option ou la meilleure option pour arriver à mon objectif? Quelque chose qu'on pensait ou qu'on pense encore peu au Québec à cause qu'on avait beaucoup d'espace avant, puis que le coût des rénovations n'était pas très élevé, c'est que plus grand, c'est toujours mieux. Mais on voit des régions comme par exemple la région de Toronto qui ont des beaucoup plus petits espaces parce qu'ils vont vraiment retravailler plus l'intérieur, ils vont mettre plus d'argent dans des pièces existantes pour optimiser le rangement, pour optimiser le flow, pour optimiser la façon dont on vit dans l'espace, pour finalement être beaucoup mieux sans avoir besoin de l'extension. Fait que, si on se retrouve à mettre 150 000 sur son espace existant pour l'améliorer versus dans une extension, tu peux te retrouver finalement à faire quelque chose de vraiment bien avec un vraiment bon budget au lieu d'avoir juste ajouté du pied carré. Des fois, l'extension reste la bonne option, là, mais il faut se poser cette question-là. Mais il faut toujours se poser, c'est quoi mon besoin, tu sais? La valeur de ma propriété, bon, c'est 600 000, mais est-ce que tu veux, oui, c'est le fun d'avoir une cuisine à 100 000, mais là, tu le fais pour toi, tu vas pas retrouver ça, tu sais, faut quand même doser un peu tantôt, comme tu disais, parce qu'il y a des augmentations importantes, puis toi, tu me disais tantôt que tu avais acheté ton Plex en 2019, tu as dû le voir à travers ton projet, l'augmentation, tu l'as connu, là, Ah oui, on l'a connu, oui, puis on l'a vu, tu sais, nous, on le voyait mois par mois, là, pendant la COVID, les augmentations des matériaux, puis l'augmentation des coûts. Puis, tu sais, il y a eu la période après COVID où est-ce que tout le monde pensait que les prix allaient redescendre. Certains prix ont redescendu, mais la majorité des prix ont continué à monter. Puis là, après ça, on a eu en tout cas, tu sais, il y a toujours quelque chose. Puis là, les gens me demandent, est-ce que tu penses que les prix vont redescendre? On le sait jamais, réalistement, mais il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre en construction. Il y a de moins en moins de. C'est comme. Moi, je ne m'attends pas à une baisse de prix au niveau de la construction. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas? Je ne sais pas. Ce qu'on a vu, par exemple, il y a plus de disponibilité qu'il y avait avant pendant la COVID. Mais les prix sont pas plus bas. Les prix sont... c'est ça. Puis, on n'a pas de boule de cristal ou quoi que ce soit, mais je pense pas que ça va redescendre de façon significative, qu'on va dire, là, c'est le deal. Je pense pas. Je pense qu'il va falloir, même en construction, en rénovation, c'est comme en immobilier, si on agit, il va falloir devenir créatif. Justement, c'est pour ça que j'aimais ton service, parce que bon, ça permet aux femmes d'être créatives, de faire plus de choses par elles-mêmes, de s'informer aussi, de challenger la construction. Pourquoi tu me cherches ça? Pourquoi qu'il y a ci? Donc ça, je pense que on s'en va vraiment vers ça, utiliser ses ressources, de partager avec ses amis du temps. Ben moi, je vais t'aider, toi, tu viens m'aider. Moi, j'ai cette connaissance-là de... Exact. Mais tu sais, honnêtement, genre, on n'a plus vraiment le choix. Tu sais, c'est comme dans le sens qu'on est rendu au stade où est-ce qu'être propriétaire d'une maison en ce moment sans être capable de soit gérer ou faire ses travaux soi-même, et idéalement les deux selon le type de travaux, c'est rendu inaccessible pour la majorité des gens. T'sais, il faut être millionnaire pour le faire. On faisait le calcul l'année passée sur le coût genre de la main-d'œuvre en rénovation. Puis pour quelqu'un qui gagne genre 100 000 par année, il faut que tu travailles plus que 4 heures pour payer 1 heure d'un ouvrier sur ton chantier. Ça inclut l'heure que l'ouvrier va faire du ménage sur ton chantier. C'est comme, fait 4 heures de travail pour l'heure de ménage fait mal. C'est ça. Fait que, il faut se rappeler, c'est ça. En plus, argent sur lequel on a été imposé, qu'on donne à l'ouvrier qui va être imposé. En tout cas, on s'en ça fait toute la boucle, là. ça fait toute la roue là, de la boucle. Mais tu sais, je pense que c'est nous quelque chose qu'on va souvent dire aux filles, là, c'est comme c'est très correct de prendre des décisions qui ne sont pas rentables. Tant qu'on le sait qu'on prend une décision qui n'est pas rentable. T'sais, si tu décides que toi, tu vas avoir une cuisine à 100 000 parce que, genre, c'est la cuisine de tes rêves, puis tu vas rester là longtemps, puis c'est ce que tu veux, écoute, tant que tu es au courant que tu es en train de payer pour ton bonheur, puis que tu ne vas jamais rentrer dans ton argent, c'est super correct. T'sais. Fait qu'on n'est pas là pour essayer d'influencer les gens, puis de leur dire, c'est comme, voici la bonne, voici la même décision, mais juste de comprendre l'impact de leur décision, puis comprendre l'impact que ça va avoir sur leur budget, leurs finances, puis leur investissement. On trouve ça super important. Mais juste d'être informé, c'est la base. Puis, en terminant, Marie-France, je voulais que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, là, des gens qui font des rénovations, tout est parfait, tout va vite. On dirait que le montage est parfait, le cadre est fait parfait à la fin, la cuisine est comme il voulait. Peux-tu défaire ce mythe-là, s'il te plaît? Oui.
parfait et qu'il y a rien. Ça peut parfois un projet, mais que c'est pas parfait, c'est pas rapide, puis Non. Euh, Ben, écoute, il y a une règle il y a une règle, pas juste en réno, mais dans la vie en général, là, c'est l'affaire c'est le triangle entre les délais, les prix et la qualité. Et tu peux jamais avoir les trois. OK? Fait que il faut généralement que t'en choisisses deux. deux. Ouais, souvent, quand tu vas avoir un projet parfait, qui arrive très peu souvent, mais quand même, tu vas le payer très, très cher, ton projet parfait. OK? Ça veut dire que tu vas avoir choisi un entrepreneur d'expérience, tu vas l'avoir booké 1 an et demi à l'avance, tu vas avoir payé la totale pour tous tes projets, tous tes Ouais. matériaux, tous tes sous-traitants. Tu vas pas avoir essayé d'économiser à aucune des étapes du début à la fin. Écoute, ça arrive quand même très peu, même dans ce contexte-là. C'est ça. Mais tu sais, un projet de réno, c'est pas facile. C'est généralement long. Puis oui, il va y avoir des problématiques. La question, ça va être quoi, les problématiques? Tu sais, c'est sûr que c'est pas sexy, là, genre sur les médias sociaux, genre, des fois, moi, je le faisais, là, mais tu sais, de montrer toutes les choses qui vont mal, puis les journées que tu Oui. veux t'arracher les cheveux, puis toutes ces choses-là. T'ouvres un peu, qu'est-ce que tu découvres, puis là, tu dis, ah C'est là, ça. ça prolonge, il faut que je repousse l'entrepreneur C'est parce ça. que là, il faut faire, tu sais, tout ce qui C'est ça. déboule, là, ça fait boule de neige souvent. Exact. C'est toujours plus long, puis c'est toujours plus cher qu'on pense. Puis, par exemple, là, tu viens de dire, l'entrepreneur, là, quand tu as bien choisi ton entrepreneur au départ et que tu as une bonne gestion de tes attentes, que tu comprends dans quoi tu t'embarques dans un projet de rénovation, puis que tu n'es pas trop serré ni dans ton budget ni dans le temps, ça peut être assez agréable comme expérience. Tout ne sera pas parfait, mais c'est comme c'est des problématiques que tu peux gérer au fur et à mesure. Souvent, les gens se lancent dans un projet de réno avec des attentes qui ne sont pas réalistes et puis choisissent vite leur entrepreneur au départ, souvent plutôt basé sur c'est le seul qui m'a répondu ou il m'a donné le meilleur prix. Puis là, sans avoir nécessairement bien évalué si c'était le bon entrepreneur pour leur projet. Puis là, il y a les problématiques d'entrepreneurs qui se présentent pas. Erreurs sur le chantier, veut pas réparer les erreurs, augmentation de prix en cours de route, dépassement de budget, dépassement de temps, là, le stress de toi, tu es en train de faire autre chose, tu avais prévu déménager à ce moment-là. En tout cas, c'est tout ce genre de choses-là. Fait qu'il y a quand même un bon côté sur la gestion des attentes. C'est important de savoir que c'est toujours plus long et c'est toujours plus cher un projet de rénovation. J'encourage toujours les gens à se laisser des gros buffers et de temps et de budget pour diminuer le stress puis pour rendre l'expérience le plus agréable possible. Mais c'est généralement les gens qui ont un projet qui se passe très bien, c'est justement des gens qui vont avoir été réalistes au niveau de leurs attentes, qui vont avoir des gros buffers de budget, des gros buffers de temps. Puis quand l'entrepreneur est là, oups, voici ce qu'on a découvert derrière le mur. C'est comme, c'est une des affaires qui allait arriver, parfait, on passe à autre chose. C'est ça, mais il faut que tu le saches. Dans la préparation aussi, tu sais, se préparer puis en parler à son entrepreneur, ben ça peut arriver. Si ça n'arrive pas, tant mieux, on continue, on passe à l'étape suivante. Sinon, oups, ben on prend une pause, on se réajuste, on regarde les possibilités, puis juste d'être réaliste. Écoute, quand on a bien choisi son entrepreneur, puis qu'on a des bons buffers au niveau du temps puis du budget, puis que la communication est bonne, je veux dire, c'est un projet avec des problématiques en cours de route qui se règlent, puis tu passes à autre chose. Quand tu es très serré dans le temps ou que tu es très serré dans ton budget, ça devient extrêmement stressant. On parle quand même souvent de tout l'argent de ta vie qui est dans quelque chose. On parle de ta maison dans laquelle tu habites. Souvent, tu n'es pas confortable pendant cette période-là parce que tu n'es pas chez toi non plus. Fait que, personne n'est à son meilleur pendant cette situation-là. Voilà. Fait que... Merci beaucoup de nous avoir rassurés, en tout cas. Yeah! Non, mais je trouve que la gestion des attentes est importante. Honnêtement, si je peux finir quand même sur une note positive. Oui, vas-y. Moi, j'ai trouvé mon projet de rénovation extrêmement difficile, mais ça m'a énormément appris. Ça a finalement vraiment valu la peine pour moi, mon projet de construction. Je suis très contente de l'avoir fait. Puis, est-ce que je le recommanderais? Est-ce que je le recommanderais pas? Je recommanderais à personne de le faire de la façon dont j'ai fait. Je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai comme des bémols sur les lunettes roses, puis sur genre les budgets serrés, puis les délais serrés, puis toutes ces choses-là. Mais en se préparant bien, en étant bien entouré, puis en ayant en sachant dans quoi on s'embarque, là, ça peut vraiment être un projet super empowerant. Ça peut nous sauver beaucoup d'argent. Ça peut être un très bel investissement aussi pour son futur puis pour son indépendance financière. Fait que, pour l'investissement aussi après. Là. Fait que je recommande les projets d'achat-rénovation quand c'est bien fait puis quand c'est bien pensé. Génial. Merci beaucoup de ton temps, Marie-France. Ça a été très instructif et très plaisant. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation.
Ben merci Lynn, à bientôt j'espère. Bye! Ba-ba-da-da-bum, bum, 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 bum.